Alors, on va essayer de commencer cette séance, comme je viens de dire. Donc, pour cette première séance en ligne, on va continuer, bien sûr, à faire le cours LTD, principalement le TD d'électrostatique et d'électrocinétique. Alors, pour cette séance, je vais essayer de commencer le deuxième chapitre sur les conducteurs en équilibre. Donc, le premier chapitre a été traité en présentiel avec 3 séances de TD dans lesquelles on a essayé de faire l'essentiel. Donc, on a traité comment calculer, euh, comment chercher l'expression de vecteur champ électrique, et puis la notion de potentiel électrique encore. Et puis, dans une troisième séance, on a traité ce qu'on appelait le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, on va continuer à l'utiliser encore dans ce chapitre parce qu'il va nous aider à faire certains calculs pour le champ créé par le conducteur, parce que généralement, on va prendre des cas où il y a soit il y a une symétrie sphérique, soit une symétrie cylindrique. Et donc, on va continuer toujours à utiliser le théorème de Gauss. Alors, si vous avez des problèmes avec ça, essayez d'y aller voir les exercices sur le théorème de Gauss dans le premier chapitre. Alors, je vais vous montrer le plan. Alors, comme je viens de dire, donc on va travailler sur les conducteurs. Donc, pardonnez-moi parce que je dois partager avec vous mon écran. Donc, voilà, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je fais sur mon tableau blanc. Alors, vous pouvez me confirmer si vous voyez bien, si vous arrivez bien à voir mon écran? Oui. Oui. Donc, vous voyez Oui. le contenu de mon écran pour le moment? Ok, très bien. Alors, comme je viens de dire, donc cette séance, on va commencer le deuxième chapitre sur, en effet, ça c'est chapitre 2 sur les conducteurs en équilibre électrostatique. Alors, je précise bien que c'est un équilibre électrostatique parce que je faut vous utilisez le mot équilibre. Ça peut être un équilibre mécanique, mais c'est pas notre objectif, bien sûr. On va pas traiter les conducteurs comme des objets mécaniques et on va étudier leur équilibre mécanique, mais on va étudier leur équilibre électrostatique. Alors, quand je dis électrostatique, ça veut dire on va parler de l'état des charges. Donc, l'électrostatique, on va dire des charges. Alors, on va poser certaines questions là très intéressantes auxquelles on doit répondre. C'est-à-dire, c'est quoi un conducteur d'abord? Quand est-ce que je dis qu'un matériau est un conducteur? Ça veut dire quoi qu'un conducteur est en équilibre électrostatique d'abord? Et comment se comportent les charges et le champ électrique et le potentiel à l'intérieur d'un conducteur qui est en équilibre? Bien sûr, je vais vous essayer de faire une petite définition de ce qu'on appelait la cage de Faraday, qui serait une application de ce qu'on va faire là. Alors, après, on va commencer à faire un exemple. Je vais prendre l'exemple le plus simple au monde, un conducteur sphérique. Et on va essayer de chercher le champ électrique créé par ce conducteur en tout point d'espace en utilisant le théorème de Gauss. Une fois fait, on peut y aller chercher encore le potentiel électrique créé par ce conducteur en utilisant, et là, je vous propose d'utiliser 2 méthodes. Je vais utiliser la première méthode dans laquelle je vais utiliser la relation entre le champ et le potentiel. Et puis, dans une deuxième méthode, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça en calculant ce qu'on appelle en électricité la circulation du champ électrique. Et puis, bien sûr, on peut en déduire à partir de ça à la fin la capacité propre d'un conducteur. On va définir, ça veut dire quoi la capacité propre d'un conducteur. On va essayer de la calculer pour notre exemple. On peut même faire une application numérique. Alors, le problème que j'ai signalé avec les gens qui se connectent avec des emails non institutionnels, je le rappelle toujours, essayez de le faire avec vos emails institutionnels. Alors, dans la deuxième partie, je vais essayer de traiter donc, le cas d'ensemble de conducteurs, c'est-à-dire lorsque vous avez plus d'un conducteur, par exemple, vous avez 2 conducteurs, l'un proche de l'autre, ou bien vous avez 2 conducteurs, l'un à l'intérieur de l'autre. On va traiter ces 2 cas et puis on va généraliser lorsque vous avez une dizaine ou bien n conducteurs qui sont l'un proche de l'autre. Bien sûr, il va y avoir une influence de l'un sur l'autre.
on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut traiter cette influence. On va voir qu'en effet, à partir de ça, on peut fabriquer ce qu'on appelle les condensateurs. Alors, encore là, on va traiter un exemple. L'exemple que je vais prendre dans ces situations, ça va être le condensateur sphérique. Et bien sûr, quand vous parlez d'un condensateur, vous le connaissez ça au lycée, il faut définir sa capacité. C'est-à-dire, il faut le définir, il faut chercher la capacité de condensateur. Et pour ce faire, on va voir qu'il fallait chercher le champ créé par ce condensateur en tout point de l'espace. Et puis, d'en déduire le potentiel créé par ce condensateur. Et enfin, on va voir qu'il y en a une relation qui va nous permettre, à partir de potentiel, de chercher la capacité. Alors, ça, c'est le plan de travail d'aujourd'hui. Et je vais commencer par définir certaines notions de base. Mais avant de commencer, je voudrais bien savoir si vous avez des questions à propos de ce plan qu'on va suivre. Alors, je vois certaines questions là. Bon, des gens qui se posent la question, il s'agit de quoi exactement sur cette science? Alors, je le rappelle, comme je l'ai dit déjà, principalement, il s'agit de TD, mais comme je viens de dire, puisque c'est la première science, donc je vais essayer de vous faire certains rappels et puis de vous faire certains exemples qui sont simples. Et le vendredi, Inch'Allah, on va essayer de traiter les exercices de la série numéro 2. Je ne peux pas directement commencer la série 2 si vous avez des problèmes, des contraintes au niveau des notions de base du chapitre 2, parce que je suppose que pas tout le monde a assisté à la séance qui a été organisée le lundi par M. Abdelhab. Et donc, là, on va essayer de refaire ensemble d'une manière un peu différente le cours sur le chapitre 2. Et bien sûr, je vais prendre des exemples quand je viens de citer dans le plan précédent. Alors, espérons que c'est bon pour les gens qui posaient des questions à ce niveau-là. Alors, revenons sur mon tableau blanc. Alors, la première question qu'on pose là, c'est quoi exactement un conducteur? Alors, un conducteur, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire, peut me définir d'une manière simple, ça veut dire quoi un conducteur? Quand vous dites un matériau est un conducteur, ça veut dire quoi? Vous pouvez le faire différencier avec un isolant. Donc, vous dites des conducteurs, des isolants. Ça, c'est pour faire d'ailleurs la différence. L'opposé, c'est un isolant. On va les appeler en S4, si vous voulez, les isolants. Généralement, on va les appeler les diélectriques. Donc, ça va être le Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, ça veut dire quoi, un conducteur? Non? Aucune idée? Alors, d'une manière simple, je vais vous essayer de faire ça d'une manière simple. Alors, quand vous avez un matériau, supposons que vous avez quelque chose comme ça, d'une manière aléatoire. Alors, généralement, c'est de la matière. Alors, faites attention. Dans un conducteur, vous pouvez généralement le présenter comme étant il y a des charges positives. Donc, les charges positives, généralement, c'est des ions métalliques. Et bien sûr, autour de ces ions métalliques qui sont positifs, il y a des charges négatives, des électrons. Donc, la particularité, c'est que dans un conducteur, ces électrons peuvent se déplacer. On les appelle des électrons libres ou bien des charges libres. Ils peuvent se déplacer. Bien sûr, là, faites attention, la somme des charges des QI est égale à 0. Ça veut dire que la somme des charges positives et des charges négatives est égale à 0 parce que vous avez de la matière et la matière, elle est naturellement neutre. C'est-à-dire que la somme des charges négatives est égale à la somme des charges positives et vous avez la neutralité électrique de matériaux. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas de problème à ce niveau. Mais ces électrons, ils sont libres, ils peuvent se déplacer. Et quand est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Alors, il y a deux méthodes pour faire déplacer les électrons dans un matériau. Alors, il y a une méthode que vous connaissez en thermodynamique qu'on appelle l'agitation thermique, c'est de faire chauffer le matériau
Et à ce moment-là, je vais avoir des mouvements qui sont aléatoires dans toutes les directions. Mais ce mouvement-là, ce n'est pas très intéressant de point de vue électrique parce que finalement, statistiquement, la vitesse, elle est nulle. La vitesse moyenne, elle est nulle parce que la vitesse est un vecteur. Et quand vous prenez là, toutes les directions qui sont probables, et à ce moment-là, vous constatez qu'en effet, c'est comme vous avez une vitesse moyenne nulle. Et donc ça, c'est un mouvement qui ne va pas créer un courant. Il ne crée pas un courant électrique. Il ne va rien créer. Donc, il n'y a pas de courant électrique qui va être créé à cause de l'agitation thermique parce que toutes les directions sont équiprobables. Il n'y a aucune direction qui est privilégiée. Et donc, les électrons vont se déplacer dans toutes les directions. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez, je peux vous montrer ça avec un stylo de différentes couleurs. Alors, comme ça, par exemple. Alors, par exemple, on va y avoir des électrons qui vont se déplacer dans ce sens. Alors, je dirais des électrons, faites attention, pas des ions. Hein. C'est les électrons qui se déplacent dans le métaux. Donc, ils ont la possibilité de se déplacer dans tous les sens lorsque vous avez de l'agitation thermique, c'est-à-dire quand vous chauffez le matériau. Déjà, à 25 degrés, vous avez de l'agitation thermique. Faites attention, à 25 degrés, à température ambiante, il y a de l'agitation thermique. Ça veut dire que, parce que théoriquement, il n'y a pas d'agitation thermique à 0 Kelvin. Donc, à température ambiante, il y a déjà de l'agitation thermique, il y a des mouvements. Mais ça, ce n'est pas très, très intéressant. Alors, quand est-ce que je vais voir le mouvement des charges? C'est lorsque je vais appliquer un champ électrique extérieur, par exemple. Quand vous appliquez là un champ électrique extérieur. Ou bien vous faites rapprocher de ce conducteur, par exemple, quelque chose qui est chargé, une barre chargée positivement. Je rapproche quelque chose qui est, par exemple, chargé positivement de mon conducteur. Donc, supposons que vous avez là. Alors, à ce moment-là, je vais voir. Donc, celui-là, il va créer un champ électrique. Et ce champ électrique, il va influencer sur les charges. Et on va voir que les charges négatives, tous les charges négatives vont essayer de se déplacer vers les charges positives. C'est-à-dire que je vais voir quoi? Donc, je vais voir des charges qui vont essayer de se déplacer dans ce sens. Dans ce sens. À ce moment-là, je ne vais pas y avoir des mouvements qui sont aléatoires, mais tous les mouvements seront dans le même sens. OK? Dans le même sens, parce que les électrons, ils sont libres dans un conducteur. Alors, croyez-moi, ça, on ne peut pas l'avoir dans un isolant. Dans un isolant, il n'y a pas le mouvement des électrons parce qu'il n'y a pas d'électrons libres. Dans un isolant, dans un diélectrique, vous avez des molécules. Alors, les molécules ne peuvent pas se déplacer d'une manière libre à l'intérieur de la matière. Alors là, ce n'est pas possible. Faites attention à ça. Il faut bien souligner sur ça parce que ça, c'est dans les conditions qu'on peut y avoir ce phénomène. Alors, espérons que vous avez bien saisi la notion de conducteur. Donc, en principe, c'est un matériau dont vous avez des électrons libres qui peuvent se déplacer si vous appliquez sur ce conducteur un champ électrique extérieur ou bien quand vous avez de l'agitation thermique. Mais nous, on s'intéresse vraiment dans ce cours au mouvement que je peux y avoir quand vous appliquez un champ extérieur. Et en effet, c'est ça qui c'est en effet quand vous avez un circuit électrique. Donc, vous avez un circuit électrique. Donc, dans un circuit électrique, vous avez quoi? Vous avez un conducteur. Quand vous avez un conducteur, alors je vais essayer de vous faire ça avec un autre stylo. Alors, quand vous avez, je ne sais pas, un conducteur, voilà, ça c'est un conducteur, et vous le reliez à un générateur. Vous le reliez à un générateur. Alors, un générateur, c'est quoi en effet? Donc, il va créer un champ électrique extérieur. Et ce champ électrique extérieur, il va faire quoi? Il va influencer les électrons que vous avez là, qui sont libres, ils vont se déplacer. Okay? Ils vont se déplacer dans ce sens-là. Alors, les électrons, ils vont se déplacer dans ce sens. Bien sûr, ils vont se déplacer vers le pôle positif. Okay? Un électron là, il va être atterri par le pôle positif. Okay? Et bien sûr, ça, c'est une propriété des conducteurs. Vous ne pouvez pas l'avoir dans un isolant. Okay? Alors, passons à autre chose, à une autre question qu'on a posée là. Ça veut dire quoi qu'un conducteur est en équilibre électrostatique? Alors, c'est très intéressant. Si vous avez bien compris la première définition,
On dit qu'un conducteur est en équilibre électrostatique lorsqu'il n'y a pas de courant électrique qui traverse ce conducteur. Alors, ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement des électrons dans une direction privilégiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement d'électrons dans une seule direction. Pourquoi je précise qu'il n'y a pas un mouvement dans une direction privilégiée? Parce que les mouvements, il y a toujours un mouvement des électrons à cause de l'agitation thermique, mais ce mouvement-là, je l'ai négligé, je ne le prends pas en considération parce que finalement, sa valeur moyenne, il est nul. La vitesse moyenne de ce mouvement, il est nul. Ça veut dire, quand est-ce que je vais dire qu'un conducteur il est en équilibre électrostatique? C'est lorsque les électrons ne se bougent pas, ne se déplacent pas dans une direction bien privilégiée. Et ça signifie qu'il n'y a pas de courant dans ce conducteur. OK? Alors, vous avez, si vous avez, j'en sais pas, un câble électrique en cuivre, je sais pas, comme ça, je vais le dessiner. Vous avez, par exemple, ça, c'est un câble, disons, c'est un câble en cuivre, c'est du cuivre, et le cuivre, c'est un métal, et les métaux sont ce sont de bons conducteurs. Faites attention là, les métaux sont des conducteurs, sont de très bons conducteurs. Pardon, je vais essayer de… Alors, si vous êtes dans l'état d'équilibre électrostatique, ça veut dire que les charges, il n'y a pas de courant qui traverse ce conducteur. Alors, au contraire, si vous essayez, si vous installez là, si vous installez un générateur et vous le connectez à ce câble, les électrons vont commencer à se déplacer, OK? Et à ce moment-là, vous avez l'apparition d'un courant électrique I. Donc, dans cette direction, le courant, c'est toujours dans le sens opposé des électrons, de mouvement des électrons. OK? Alors, à ce moment-là, vous dites que ce conducteur n'est plus en équilibre, n'est pas en équilibre, parce que vous avez un courant qui traverse ce conducteur. Quand vous coupez ça, supposons que vous avez là un interrupteur, vous avez un interrupteur là, et vous coupez le courant, à ce moment-là, les électrons ne vont pas se déplacer dans ce sens, il n'y a pas de courant, et vous dites votre conducteur, il est en équilibre. OK? Donc, ça, c'est très intéressant pour mettre les points sur les notions de base. Alors, juste pour vous dire, pour vous faire vous dire, en effet, dans ce chapitre, on va faire exactement le contraire de chapitre 3. En chapitre 3, on va étudier les circuits lorsqu'ils sont traversés par un courant. On parle là d'électrocinétique. La cinétique, il y a de la cinétique, il y a de mouvement, il y a des électrons qui se bougent, okay? Il y a de courant électrique. Alors que dans ce chapitre, on va se restreindre au cas des conducteurs qui sont en équilibre, donc en absence de courant. Et pour cela, on est toujours dans le cas d'électrostatique et non pas d'électrocinétique. OK? Alors, le plus important de tout ça, c'est comment va se comporter les charges dans un conducteur. Alors, supposons donc, je vais prendre un conducteur, je vais le prendre d'une manière, si vous voulez, plus simple, sphérique par exemple. Voilà. Un conducteur, par exemple, comme ça, elliptique. OK? Vous me suivez bien? Vous êtes toujours avec moi, non? Oui. Très bien. Oui. Oui, très bien. OK. Vous me suivez bien? Vous m'entendez bien? Vous arrivez à me suivre, de comprendre ce que je dis là? Oui. OK, okay, très bien. Oui. Alors, supposons que vous avez un conducteur, je ne sais pas, une sphère conductrice de cuivre, par exemple, je ne sais pas, un métal, par exemple. C'est mieux de prendre quelque chose qui est métallique. Par exemple, je ne sais pas, c'est de l'aluminium, si vous voulez. L'aluminium est un bon conducteur encore, ou bien c'est de cuivre. Supposons que vous avez une sphère métallique en aluminium. OK? Alors, à ce moment-là, donc, quand il n'y a pas de champ électrique à l'extérieur, il ne se passe rien. Mais supposons que vous appliquez un champ électrique dans ce sens, à l'extérieur, OK? À l'état initial, OK?
Donc, les lignes de champ vont être comme ça. Voilà les lignes de champ à l'état initial. Je parle de l'état initial. Initialement, état initial, voilà ce que je veux voir. Donc, état initial, il y a des lignes de champ comme ça dans l'espace. OK? Parce que vous avez un champ qui est dirigé dans ce sens. OK? Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme phénomène? Puisque à l'intérieur, il y a des charges. Alors là, il y a des charges, il y a des électrons, là. Alors, ces électrons-là, ils sont placés dans un champ électrique, donc ils vont subir une force. Chaque électron-là, il va subir une force. Et c'est la force électrostatique F. Et la force électrostatique F, vous la connaissez très bien, c'est Q fois le champ E. C'est un électron, donc c'est moins E, et vous voyez que cette force-là, il est dans le sens opposé du champ électrique. Donc, vous avez tous ces électrons vont subir une force dans ce sens. Et donc, les électrons vont se déplacer. En se déplaçant, ils vont y aller de ce côté-là. Je vais voir des électrons de ce côté-là. Tous les électrons vont finir de ce côté-là. Et bien sûr, de ce côté-là, je vais avoir un manque d'électrons. Et si vous avez un manque d'électrons, ça veut dire que vous avez juste des ions positifs qui est resté là. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que de ce côté-là, il va être chargé négativement, ce côté-là, il va être chargé positivement. On appelle ça une polarisation. On va parler plus en détail de ça en S4. C'est une polarisation de ce milieu. C'est une polarisation. Vous avez créé une polarité, un pôle négatif et un pôle positif. OK? Mais le problème, c'est que maintenant, à l'intérieur là, il n'y a pas de charge. Ce milieu-là, il est nul. Il y a, pas nul, il est neutre, ça veut dire autant de charges négatives que de charges positives. Donc, si vous appliquez le théorème de Gauss, je ne sais pas, quelque part là, et vous appliquez le théorème de Gauss, vous voyez que à l'intérieur là, il n'y a pas de charge. Et s'il n'y a pas de charge, le champ électrique maintenant là, il est nul. Donc, vous voyez maintenant d'abord, la première conséquence, c'est que quand vous placez un conducteur dans un champ électrique extérieur, qu'est-ce qu'il va faire le conducteur? Il va essayer les électrons vont se déplacer d'une manière à ce que le champ à l'intérieur de votre conducteur serait nul. Donc là, à l'intérieur, il n'y a pas de champ électrique. OK? Donc le champ électrique, il est nul à l'intérieur. Et puis, à l'extérieur, qu'est-ce que je vais voir? Alors, peut-être que je vais parler de ça après. Donc, très loin de conducteur, vous avez toujours le même champ. Il n'y a pas de changement. Il y a des lignes comme ça. OK? Et ces lignes vont y arriver sur ce conducteur. Alors, après, je vais vous expliquer pourquoi ça. Mais normalement, ces lignes doivent y arriver d'une manière perpendiculaire. Donc là, les lignes du champ, ils seront perpendiculaires à cette surface-là. En effet, ça, à cause de la discontinuité. Là, il y a une valeur non nulle de champ. Il a une valeur nulle. C'est à cause de la discontinuité, je vais vous parler de ça peut-être dans un exercice. Pourquoi exactement je dois avoir un champ qui est normal à ce niveau-là? Parce qu'en effet, juste il y a la composante normale et non plus la composante tangentielle. C'est à cause de la discontinuité du courant de champ électrique. Alors, de même manière, là, ils sont orientés dans ce sens, les lignes de champ. Alors, si vous avez une ligne qui est loin, donc il va passer sans aucun problème de ce côté-là, là, de ce côté-là. Mais ces lignes-là, encore de ce côté-là, je vais avoir quelque chose qui est fait comme ça. Comme ça. Vous voyez bien que les lignes de champ, on a parlé de ça, je pense, la première séance de TD, que les lignes de champ, ils sont orientés toujours, si vous avez des charges positives, ils sont orientés, vous éloignez des charges positives. Et là, donc, c'est-à-dire, il sort des charges négatives, il entre vers les charges négatives. OK? Alors, voilà ce que je vais voir lorsque vous avez un problème de… Alors, vous voyez encore que là, si vous voyez bien que les charges, ils sont en surface. Les charges, ils sont surfaciques. Alors là, je vais avoir un certain sigma qui est négatif surfacique. Et là, je vais avoir un certain sigma qui est surfacique, qui est positif. Vous voyez que je vais avoir des charges surfaciques. Le champ à l'intérieur, il est nul. Et encore, je vais avoir une autre propriété sur le potentiel que je vais signaler après. Donc, voilà ce que je vais avoir, plus ou moins. Alors, je peux résumer. Donc, je peux dire que quand vous avez ce problème, vous avez un conducteur placé dans un champ, alors le plus important, c'est que
c'est que, donc, comme conclusion, si vous voulez, alors, le champ E à l'intérieur d'un conducteur, à l'intérieur, il est nul. Les charges, ils sont en surface. Donc, vous avez des charges surfaciques, une densité surfacique. Et je peux encore voir autre chose, parce que faites attention, puisque là, le champ à l'intérieur, il est nul. Je vais essayer de vous faire ça sur de bruyant. Donc, puisque le champ, vous avez à l'intérieur, vous avez un milieu, pardon, vous avez un conducteur, et à l'intérieur de ce conducteur, le champ, il est nul. Et comme vous le connaissez, on a signalé ça l'autre fois, le champ électrique, il est relié au potentiel électrique par la relation moins grade de V, de potentiel. OK? Alors, le grade, si vous voulez, c'est une dérivée. Ça veut dire, c'est comme si vous voulez, si vous êtes dans le cas simple, si vous avez dans un cas simple, par exemple, que ce V ne dépend que de R. Alors, à ce moment-là, je vais voir que ça, en effet, c'est moins D de V sur DR. OK? Suivant ER. Alors, c'est une dérivée par rapport à R. Alors, cette dérivée, on a dit quoi? Le champ électrique à l'intérieur, il est nul. Donc, cette dérivée, il est nul. OK? Ça signifie quoi? Ça signifie que ce potentiel à l'intérieur de conducteur doit être comment? Constant. Très bien. Je peux même appeler cette constante, si vous voulez, un V0. C'est-à-dire, à l'intérieur là, le potentiel électrique V de R pour des R qui sont à l'intérieur pour R, d'une manière à ce que vous êtes à l'intérieur, est égal à une constante. Est égal à une constante que je peux appeler V0. Et après, dans un exercice, je peux même calculer ce V0. OK? Alors, quelqu'un qui voudrait se connecter. Alors, voilà. Donc, voilà la troisième propriété que je peux signaler là, c'est que donc vous avez le champ à l'intérieur, il est nul, les charges ils sont en surface et le potentiel, toujours à l'intérieur, je parlais de potentiel à l'intérieur, et doit être V à l'intérieur, le conducteur, et les constants, donc, est égal à un certain potentiel V0. Ça, c'est très intéressant. Alors, une autre remarque là que vous pouvez encore voir, c'est que je vais le faire peut-être sur… alors, je vais aller sur le brouillon, si vous voulez. Alors, quand vous avez… donc, voilà votre conducteur. Pardon, je vais travailler sur ça. Alors, OK. Pardon, voilà mon conducteur. Et donc, vous avez des lignes de champ qui arrivent sur ce conducteur comme ça. Comme j'ai déjà signalé, là, ils sont perpendiculaires. Je n'arrive pas à vraiment avoir quelque chose qui est perpendiculaire, mais une approximation. Voilà, et voilà. Et si vous avez des charges négatives de ce côté-là et des charges positives de ce côté-là, à ce moment-là, je vais voir une orientation dans ce sens. Voilà, des champs qui arrivent vers les charges négatives et qui sortent à partir des charges positives. Alors, l'autre fois, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi avec ça avec moi? Donc, on a dit, lorsque vous écrivez E est égal à moins grade de V, le signe moins que vous avez là signifie que le champ électrique E, il est orienté vers les potentiels décroissants. C'est-à-dire, quand vous avez le champ électrique, il est orienté dans son sens, ça veut dire que de ce côté-là, le potentiel doit être supérieur au potentiel de ce côté-là. OK? Alors, à l'intérieur, vous avez un potentiel qui est égal à V0. OK? Et donc, ça signifie de ce côté-là, les potentiels V doivent être supérieurs à V0. Parce que le champ électrique, il est orienté dans ce sens. Le champ électrique, il est toujours orienté des grands potentiels vers les petits potentiels, c'est-à-dire dans le sens décroissant des potentiels. Et donc, je serai sûr et certain que le potentiel dans ce côté-là, il est inférieur au potentiel à l'intérieur. Et là, c'est le contraire. Je vais avoir les potentiels qui sont inférieurs au potentiel V0.
C'est-à-dire, quand je vais sortir de conducteur de ce côté-là, le potentiel décroît. Je vais avoir une valeur plus petite. Quand je sors de conducteur de ce côté-là, le potentiel augmente et à ce moment-là, je vais voir un potentiel plus petit, plus grand. OK? Ça, c'est juste pour y avoir une idée. C'est comment vous interprétez les relations physiques, les relations mathématiques physiquement. Le signe là, comme je viens de dire et le signaler déjà en présentiel, signifie que le champ électrique il est toujours orienté dans le sens du potentiel décroissant. Et l'autre fois, j'ai donné l'exemple, supposons que vous avez deux plans. Alors, celui-là, par exemple, possède un potentiel VP, celui-là, un potentiel VN avec VP supérieur à VM, et le champ, à ce moment-là, il est orienté dans ce sens. Et on va voir ça dans le cas d'un condensateur plan après. Donc, ça, c'est le champ électrique qui est toujours orienté de potentiel plus grand, potentiel plus petit, c'est-à-dire dans le sens décroissant de potentiel. OK? Donc, essayez de prendre ça en considération. Espérons. Donc, il y a donc une petite chose que je vais vous signaler encore. Alors, supposons maintenant un cas particulier que vous avez quelque chose de cette forme. OK. Supposons que vous avez un conducteur comme celui-là. Vous avez un conducteur, ça c'est un conducteur, supposons que c'est du cuivre, par exemple. Pardon. 1, 2, OK. Alors, supposons que vous avez un conducteur, quelqu'un qui voudrait se connecter avec nous. Alors, vous avez ce conducteur, c'est le cuivre là, il n'y a rien. Donc, c'est une sphère creuse. Une sphère qui est creuse, c'est-à-dire une sphère à l'intérieur, elle est creuse, il n'y a rien à l'intérieur. Là, il n'y a rien. Il y a du vide, si vous voulez, de l'air, il y a du vide, disons que c'est du vide. OK? Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que le champ électrique à l'intérieur du conducteur, vous le connaissez déjà là, dans le conducteur, doit être nul. Parce que je suis dans le conducteur. On a dit ça, on a terminé avec ça. Mais la question qui se pose là, qu'est-ce que je vais avoir pour le champ électrique? On va essayer de penser un peu. Il va être nul car il y a le vide. Oui, vous avez pensé avec quoi? Avec le théorème de Gauss? Alors, vous essayez de penser un peu avec le théorème de Gauss, vous voyez qu'encore là, je dois avoir un zéro. OK? Il n'y a rien. Alors, ça, c'est très intéressant du point de vue physique. Alors, supposons que vous êtes dans une cage. Alors, vous avez une cage, vous connaissez bien, ça veut dire quoi une cage? Une cage d'oiseau, par exemple. Vous êtes dans une cage métallique. C'est une cage, comme ça, qui est métallique. OK? Et vous êtes à l'intérieur. Alors, vous êtes à l'intérieur de cette cage et vous portez à votre main une radio. Vous avez une radio, une ancienne radio avec une antenne, okay, ou bien la radio FM sur avec votre smartphone. Alors, la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la radio va fonctionner à l'intérieur là? Voilà ma question. Est-ce que la radio, votre radio, quand vous êtes à la cage, donc c'est une cage métallique, vous êtes à l'intérieur, est-ce que ça va fonctionner ou non? Non. Alors, vous dites non. Est-ce que vous pourriez nous donner une explication? Ça veut dire quoi? Pourquoi non? Pourquoi à votre avis, ce n'est pas possible? لأن ما يمكنش يدخلوا سينيال لداخل باش Le signal, vous dites le signal. Ça veut dire quoi le signal? Qu'est-ce que ça signifie le signal pour vous? C'est quoi le signal? C'est quoi? Un signal, c'est quoi? Oui? la question. Alors, ma question, c'était, est-ce que ma radio, vous êtes à l'intérieur d'une cage métallique, là c'est une cage métallique, vous avez de la radio, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je peux capter des émissions radio quand je suis à l'intérieur d'une cage? Ou bien vous pouvez supposer que vous êtes à l'intérieur d'un ascenseur qui est complètement en métal.
Donc, est-ce que je peux capter de la radio ou bien est-ce que je peux recevoir des appels téléphoniques? Vous avez votre téléphone à votre main, est-ce que je peux recevoir des appels téléphoniques? Moi, je ne voudrais pas vous donner ça parce que c'est autre chose, mais votre camarade m'a dit non, ce n'est pas possible parce que le signal ne va pas entrer dans la cage. Ma question encore, c'était ça veut dire quoi un signal? C'est quoi un signal du point de vue physique? Quand vous dites un signal, c'est quoi du point de vue physique? Les ondes, la radio, c'est quoi en effet? Alors la radio, c'est des ondes électromagnétiques. Alors en S3, on va vous dire qu'en effet, une onde électromagnétique, quand on dit une onde électromagnétique, il est composé d'un champ électrique et d'un champ magnétique. OK? Et il se propage dans l'espace, bien sûr, il se propage dans l'espace. OK? Et ça veut dire que pour que je puisse capter une chaîne radio, il faut que à l'intérieur là, il y a un champ électrique et un champ magnétique. Mais comme je viens de dire dans l'exemple là, quand vous êtes complètement entouré par un conducteur, vous êtes à l'intérieur d'un conducteur, le champ électrique, il est nul. Le champ électrique à l'intérieur là, il est nul. Donc, si vous avez un champ électrique nul, il n'y a pas d'onde électromagnétique parce qu'une onde électromagnétique, forcément, il est composé des deux. Et donc là, le champ électrique ne peut pas accéder là et donc je ne peux pas capter de la radio à l'intérieur. OK? Ça peut expliquer pour certains vous, quand vous essayez d'utiliser votre smartphone dans un ascenseur, vous avez un affaiblissement de signal, parfois il n'y a rien, il n'y a aucun signal. Peut-être que ce n'est pas complètement opaque, c'est-à-dire il y a un petit signal parce que l'ascenseur, ce n'est pas complètement de métal. Hein. Il y a des fuites de signaux qui peuvent y arriver, mais croyez-moi, à l'intérieur, quand vous avez vraiment une cage tout à fait fermée, là, il n'y a pas de champ électrique qui va entrer. Encore, en effet, cette cage, parfois, il joue le rôle d'une protection contre la foudre, par exemple. Alors, la foudre, qu'est-ce que ça veut dire quoi la foudre d'abord? هو البرق ولا شنو هذيك الصاعقه اللي كتسميوها بالصاعقه بالعربيه ملي كتكون الشتاء qu'on parle de la foudre, ok? De la foudre, pardon. Ok? Alors, s'il y a de la foudre, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais voir? Alors, le courant électrique qui va se créer à cause de cette foudre, il va être totalement canalisé par la cage à l'extérieur. Il ne va jamais entrer à l'intérieur. Ok? Donc, vous êtes totalement protégé à l'intérieur. La meilleure manière pour se protéger contre la foudre, c'est d'être à l'intérieur d'une boîte métallique. Un exemple qu'on peut utiliser, c'est quand vous êtes à l'intérieur d'une voiture. Alors, si vous êtes à l'intérieur de votre voiture, alors vous êtes plus ou moins protégé contre la foudre. Pourquoi? Parce que plus ou moins 90% de la voiture elle est métallique et donc vous êtes un peu protégé. Il y a des fenêtres qui ne sont pas métalliques, mais vous êtes un peu protégé. Okay? Donc, c'est la meilleure manière de se protéger contre la foudre, c'est d'entrer à l'intérieur d'une cage métallique et de se protéger à l'intérieur. Alors, on appelle cette cage-là, on l'appelle la cage de Faraday. La cage de Faraday. Alors, Faraday est un physicien du 19e siècle qui a travaillé beaucoup sur les notions d'électromagnétisme, de tout ce qui est électromagnétisme, et généralement sur la relation entre l'électricité et le magnétisme. Il a essayé d'établir cette relation entre tout ce qui est électricité, tout ce qui est magnétisme. Parce qu'avant Faraday, on pensait que ce sont des phénomènes qui sont totalement séparés, mais après les expériences de Faraday et certaines d'autres expériences, on a commencé à penser qu'il y a une relation entre les deux. Et puis, avec les équations de Maxwell, on a établi ces relations-là mathématiques qui relaient entre l'électricité et le magnétisme, entre le champ magnétique et le champ électrique et l'apparition de la notion d'onde électromagnétique. Alors là, on appelle ça la cage de Faraday. Vous pouvez aller faire une petite recherche sur ce qu'on appelle cage de Faraday. Alors, je viens de terminer ce rappel de cours et je vais essayer de prendre maintenant un exemple. Alors, un exemple, on va prendre
un conducteur sphérique. Alors, je vais dessiner un conducteur sphérique, une sphère. On va essayer de chercher dans un premier temps le champ électrique créé par ce conducteur en deux points de l'espace. Et quand je dis en deux points de l'espace, vous avez deux zones, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Il n'y a pas autre chose. Hein. Donc, là, vous avez le rayon. Donc, voilà le centre O. Vous avez le rayon R de cette sphère. La sphère, elle est métallique, par exemple. Disons, c'est de l'aluminium. OK? Est-ce qu'il est creux ou non? Aucun problème. C'est la même chose. Comme je viens de dire, si vous avez une sphère creuse, à l'intérieur, il n'y a pas de champ. Et si la sphère elle est pleine, encore il n'y a pas de champ à l'intérieur. Et donc, avant de commencer, déjà, à l'intérieur, déjà, le champ à l'intérieur, intérieur, il est nul, déjà. OK? Alors, pardon, j'ai oublié quelque chose. Alors, en effet, avant de commencer ça, je vais pas prendre une sphère neutre. Parce que si vous prenez une sphère neutre, il n'y a pas de champ, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Vous avez une boule métallique, j'en sais pas, d'aluminium, les petits billes avec lesquels vous jouez en enfance. Alors, si la bille n'est pas chargée, alors à ce moment-là, il n'y a pas de champ, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. On ne parle pas de ça. Et donc, je vais prendre quelque chose qui est intéressant. Je vais prendre le cas où je vais charger cette sphère par une charge Q positive. Et comme on a dit dans la partie précédente, ces charges vont se répartir en surface. C'est-à-dire ils vont rester en surface. C'est-à-dire toutes les charges vont rester en surface d'une manière uniforme si vous avez un milieu là qui est homogène. Alors, donc vous avez une certaine densité, si vous voulez, sigma, qui est positif. Et c'est une sigma surfacique, c'est en surface. Bien sûr, la sigma, déjà, quand vous dites sigma, on va parler de quelque chose qui est surfacique. OK? Alors, je vais le charger. Donc, je pense que j'ai parlé un peu de la première séance en présentiel. Comment est-ce que je peux charger une boule métallique? Alors, il se fait pour la charger, si vous voulez charger une boule métallique, donc comment est-ce que je peux le faire? Alors, faites attention là, vous ne pouvez pas la frotter. Donc, le frottement, ça permet de charger un isolant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un isolant, vous le frottez, vous chargez l'isolant d'abord, et puis vous touchez le métal par cet isolant, et on va avoir un transfert de charge. Les charges qui sont sur votre isolant vont y aller sur le conducteur. Comme ça, vous pouvez le charger. Donc, l'expérience est simple. Vous avez un isolant, je ne sais pas, un morceau de plastique, vous le frottez avec vos cheveux, avec je ne sais pas, avec quelque chose, vous frottez, et après, vous touchez le métal avec ça, il va avoir un transfert de charge. Et les charges vont rester là-bas sur le conducteur tant qu'il n'est pas connecté à autre chose. Okay? Donc, ça, c'est la méthode avec laquelle vous pouvez charger un métal. Mais un métal, vous ne pouvez pas le charger par frottement, faites attention. Alors, voilà donc la situation, elle est chargée positivement. Alors, comme je viens de dire, donc, vous avez deux situations. Vous avez soit quand vous êtes à l'intérieur, donc lorsque R est inférieur au rayon, vous êtes à l'intérieur. Alors à ce moment-là, sans faire calcul, le champ électrique doit être nul. Vous pouvez utiliser le théorème de Gauss, mais ça ne sert à rien parce que puisque les charges sont en surface, si vous utilisez le théorème de Gauss à l'intérieur, vous trouvez un zéro. Mais non, on va utiliser la propriété qu'on connaît déjà. C'est un conducteur. À l'intérieur, il n'y a rien. Le champ, il est nul. À l'extérieur maintenant, quand je suis à l'extérieur, alors à ce moment-là, je vais essayer d'utiliser le théorème de Gauss. Donc, je vais prendre une surface de Gauss. La surface de Gauss, là, de préférence, vous prenez une sphère parce que vous avez une symétrie sphérique. Voilà, je vais prendre ça comme la surface de Gauss. Voilà. Je vais l'appeler, donc là, cette surface, pardon.
Pardon, ok. Ok, on va la laisser avec cette couleur, il n'y a pas de problème. Alors, je vais l'appeler, donc cette surface-là, je vais l'appeler, pardon, ok. Je vais l'appeler sigma, donc ma surface de Gauss, et je peux appliquer le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le flux à travers cette surface sigma est égal, donc par définition, E, c'est l'intégrale de E ds, c'est une surface fermée, et doit être égale à la charge qui est à l'intérieur de cette surface sur epsilon 0. Alors, vous pouvez remarquer rapidement que la charge que vous avez à l'intérieur de cette surface, c'est la charge totale de cette sphère, et donc c'est la charge plus Q sur epsilon 0. OK? Alors, de ce côté, il n'y a pas de problème. Je dois maintenant calculer cette intégrale. Alors, l'intégrale, ou bien le flux, si vous voulez, de champ électrique. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec les sphères, mais comme je viens de dire toujours, pour appliquer le théorème de Gauss, il faut déterminer sur cette sphère deux choses. D'abord, le ds. Alors, le ds, on a dit l'autre fois, vous prenez un élément de surface, voilà un élément de surface ds, et le vecteur ds, c'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à cet élément de surface. Il est normal, voilà ds. En tout point, si vous prenez un autre point de ce côté-là, un ds, le ds sera orienté dans ce sens. Il est perpendiculaire à cette surface, il est dirigé vers l'extérieur. Faites attention, il est dirigé vers l'extérieur. C'est par définition ça. Alors voilà, ça c'est ds. Alors maintenant, le champ électrique. Alors je ne vais pas encore faire ça 1000 fois. Vous avez de la symétrie sphérique et à ce moment-là, on a déjà, je pense, dans un exercice, montré qu'à cause de la symétrie sphérique, le champ électrique là, E, doit être orienté, d'abord, il ne dépend que de R, et il est orienté d'une manière radiale, c'est-à-dire il est suivant ER, c'est-à-dire en tout point de l'espace, le champ. Et là, d'abord, vous pouvez imaginer les lignes de champ. Les lignes de champ qui sont créées par cette sphère, ils sont comme ça, voilà, les lignes de champ. Ils sont comme ça, ils sont orientés dans ce sens. Voilà. OK? Et donc, sur cet élément ds-là, le champ électrique va être orienté dans le même sens que ds. Voilà. E, il est dans ce sens. Vous avez de la symétrie sphérique. Voilà, si vous voulez, prenez 3 exemples, par exemple. Là, donc vous avez toujours E qui est collinéaire à ds, en tout point de la surface de Gauss. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Donc, ça veut dire que la quantité que vous avez là est égale à quoi? Cette quantité-là. Donc, je peux, puisqu'ils sont collinéaires les deux, donc je peux totalement éliminer le produit, les vecteurs, et je peux avoir là maintenant un produit normal et pas un produit scalaire, EDS. Alors, comme vous voyez encore là, le champ E ne dépend que de R. Le R sur cette surface-là, le R, il est constant. Et donc, mon champ E, qui dépend que de R, je peux le faire sortir à l'extérieur parce qu'il ne dépend que de R. Et moi, je ne change pas le R sur cette surface de Gauss. Donc, E de R, je peux le faire sortir à l'extérieur, intégrale ds sur sigma. OK? Et tout ça, c'est Q sur epsilon 0. Qu'est-ce qu'il reste à calculer? C'est intégrale de ds. Alors, pour ne pas compliquer la vie, tout simplement, quand on a dit que une intégrale, c'est une sommation, vous faites la sommation de toutes les ds qui construisent une sphère. Et donc, cette intégrale, finalement, c'est la surface d'une sphère. Alors, vous pouvez faire le calcul d'intégrale, mais vous perdez juste le temps parce que la surface d'une sphère, on le connaît très bien, c'est 4P fois son rayon petit r carré. Pourquoi le petit r? Parce que je parle de quoi? Je parle de la surface de Gauss et non pas de la sphère métallique. Okay? La surface virtuelle que vous imaginez pour faire le calcul. Et donc, finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez E de R 4P R carré
est égal à Q sur epsilon 0. Et finalement, vous avez votre champ E de R est égal à Q sur 4P epsilon 0 R carré. Voilà l'expression de votre champ. OK? Alors encore, vous pouvez exprimer ce champ en fonction de sigma. Parce que, faites attention, moi je dis que voilà, vous avez une charge Q, mais vous avez une densité de surface sigma. C'est quoi la relation entre Q et sigma? Vous le connaissez très bien. La charge Q, c'est l'intégrale de sigma sur la surface de la sphère. Et donc, en effet, sigma, il est constante. Je peux le faire sortir à l'extérieur. Et ça, c'est quoi? C'est la surface de conducteur sphérique. Donc, c'est 4P fois son rayon R carré. Et vous voyez que là, Q, c'est sigma, 4P, R carré. Et je peux remplacer là par ça. Je vais encore donc simplifier les 4P et je vais voir sigma sur epsilon 0, R carré sur petit r carré. J'ai encore une expression acceptable en fonction de sigma. J'aurai besoin de ça. Alors, une fois que vous faites ça, maintenant, vous avez l'expression de champ à l'intérieur et à l'extérieur. Je peux résumer et dire que, voilà, le E de R est égal à quoi? Soit un 0, soit sigma sur epsilon 0, R carré sur petit r carré. Ça, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est quand vous êtes à l'extérieur. Il faut attention, je ne peux pas y avoir là O égal parce que j'ai une discontinuité du champ. Le E de R à gauche est égal à 0 et le champ en R à droite est égal à sigma sur epsilon 0. Vous remplacez dans la première, vous remplacez là, c'est un 0. Dans la deuxième, R plus à gauche, à droite, pardon, vous remplacez dans la deuxième, vous remplacez par R carré là, vous simplifiez, donc c'est sigma sur epsilon, epsilon 0. Bien sûr, la limite de ce champ E de R, quand R tend vers l'infini, bien sûr, est égale à 0, parce que tout à fait logique, loin de toute source de charge, de champ, le champ doit être nul parce que vous êtes très loin de la cause qui a créé le champ et c'est la charge dans ces situations. Donc, quand vous êtes très loin de la source qui a créé la charge, en électrostatique, il n'y a pas de champ électrique et le champ doit être nul. Alors, vous pouvez donc faire quoi? Faire une présentation graphique de cette fonction-là. Voilà, on va présenter quoi en fonction de quoi? Donc, on va présenter en fonction de R le champ E de R. Alors, vous avez une discontinuité à ce point. R est égal au rayon R. OK? Donc, avant, tout ce qui est avant là, tout ce qui est avant, là, il n'y a rien, donc il y a 0. Donc là, vous avez un 0 au début. OK? Et puis, en arrivant sur le point R, je commence par la valeur maximale sigma sur epsilon 0, et puis ça décroît d'une manière hyperbolique vers 0. Donc voilà ce que vous avez. Vous voyez que vous avez une discontinuité. Vous voyez que la différence, cette différence, comme c'est toujours le cas, est égale à sigma sur epsilon 0. C'est-à-dire que E, le champ E en R+, moins le champ E, pardon, pas de vecteur, en R-, cette différence est égale à sigma sur epsilon 0. Et ça doit toujours égaler à cette valeur parce que ça, on appelle ça une relation de passage que vous aurez la chance de les voir en S4. Okay? Et toujours la différence là, c'est sigma sur epsilon 0. Okay? Alors, presque pour le champ électrique, c'est ça. Alors, on va essayer maintenant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de… Alors, avant d'y aller vers le potentiel, je vais interpréter un peu ça. Alors, en effet, là, vous avez un conducteur, donc vous avez un conducteur, voilà. Vous avez le champ à l'extérieur et le champ à l'intérieur. On a dit qu'à l'intérieur, donc dans cette situation qu'on va traiter, on trouve quoi? Que là, à l'intérieur, le champ à l'intérieur, il est nul.
et juste à l'extérieur, le champ d'abord, il est perpendiculaire à cette surface, et la valeur là est égale à sigma sur epsilon 0, suivant le vecteur, un vecteur n, et le vecteur n, c'est un vecteur qui est perpendiculaire, je vais le prendre perpendiculaire à cette surface. OK? Donc, et vous voyez que ça, c'est quoi? C'est E extérieur, juste au voisinage de la surface. Et donc, vous voyez que quand vous avez le champ, donc E extérieur, qu'on fait cette différence, moins E intérieur, juste au voisinage, là, ça, vous faites la différence, au voisinage du conducteur. Bien sûr, la surface du conducteur. Cette différence, toujours est égale à quoi? Est égale à sigma sur epsilon 0 n. Avec n, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à la surface qui est orienté vers l'extérieur. Et celui-là est égal à 0. Et donc, vous avez là le champ à l'extérieur, juste au voisinage, c'est-à-dire au voisinage du conducteur, au voisinage du conducteur, bien sûr, la surface extérieure, si vous voulez dire. Sur la surface extérieure est égal à ça, à sigma sur epsilon 0, n. Et en effet, ça, c'est un théorème qu'on appelle le théorème de Coulomb. Voilà. Ça, c'est un théorème qu'on appelle en relation, si vous voulez. C'est un théorème dit de Coulomb. OK? Essayez de l'avoir à la tête. En effet, ça, c'est du cours. Hein. Vous devrez l'avoir dans le cours. Mais je viens de le démontrer à partir d'un simple exemple dans le cas d'un conducteur qui est sphérique. OK? Passons maintenant au potentiel électrique. Je vais essayer de vous faire le potentiel électrique. Alors, pour le potentiel électrique, la méthode que vous connaissez bien, vous êtes avec moi, vous êtes toujours avec moi, vous avez des questions? Oui? Mademoiselle Aïssaoui, vous voulez dire quelque chose? Katiba? Non, monsieur, il n'y a pas de question. C'est clair, vous me suivez bien? Oui, merci. Oui, monsieur, c'est clair. Ok, très bien. Alors, jusqu'à là, on n'a pas fait grand-chose, juste on a traité le cas d'une sphère et on a utilisé le théorème de Gauss. Et ce sont des choses que je suppose vous l'avez déjà fait avec l'exercice 9 de la série 1, mais encore, c'est très intéressant de les refaire là pour encore se rappeler de la méthode d'utilisation du théorème de Gauss dans le cas sphérique. Maintenant, je vais essayer d'y aller chercher le potentiel. Je vais utiliser la première méthode, c'est une méthode classique que vous connaissez déjà, que vous avez déjà utilisée. C'est-à-dire, je vais me baser sur la relation E est égale à moins grade de V. OK? Avec E, on a déjà le E, on a des E à cause de la symétrie et des invariances. Il s'écrit sous cette forme avec le E de R. On vient de le trouver dans la première question. C'est 0 à l'extérieur et c'est sigma sur epsilon 0 R sur R le tout au carré à l'intérieur. Ah, pardon, ça c'est à l'intérieur et ça c'est à l'extérieur. Ou bien on a dit que encore ça, il s'écrit sous la forme de Q sur 4P epsilon 0 petit r carré. Donc les deux expressions sont bonnes. Je peux utiliser l'un ou l'autre. OK? Alors, maintenant, quelqu'un qui voulait se... OK, voilà. Alors, voilà quelqu'un qui voulait se connecter à une visioconférence pour suivre le TD d'électrostatique. Il se connecte avec un nom dit Jadid al-Arani. Alors, voilà, parfois, qui la réunion. Parce que là, on vous dit, essayez de se connecter avec votre email institutionnel. OK? ما عرفناش دابا هذا اللي داخل عندنا واش انه استوديو ولا طالب معنا. Alors,
il y a peut-être, ce sont des gestes léoma simples, mais parfois, enfin, de mal. Alors, on va chercher le potentiel. Donc, pour chercher le potentiel, je vais utiliser cette relation. Alors, le champ E, il ne dépend que de R. Donc, de ce côté-là, vous avez ça. Il s'écrit sous la forme de E de R, E R. Et donc, encore le potentiel que je vais voir là, il ne dépendait que de R. Donc, je peux tout simplement dire que le grade dans ces situations, c'est moins la dérivée de V de R sur dr, tout simplement suivant la direction de R. OK? Donc, le cas le plus simple dans le mode, donc parce que le gradient en sphérique, il a trois composantes, mais puisque là, vous avez juste le V ne dépend que de R, je vais prendre juste la composante sur R. Alors, voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous avez? Donc, finalement, je vais avoir E de R qui est égal à moins D de V de R sur dr. Et mon objectif, c'est de chercher le V de R. Alors, bien sûr, je vais voir deux du cas. Donc, la première situation, R est inférieur à grand R, E de R est égal à 0 et est égal à moins D de V de R sur dr. Donc, conclusion rapidement, qu'est-ce que je vais avoir dans ces situations? V de R est égal à une constante que je vais appeler, si vous voulez, V0. Et ça, pour les R qui sont inférieurs à grand R. Et ça, c'est tout à fait logique parce que je suis à l'intérieur d'un conducteur et comme j'ai signalé dans le cours, que le potentiel à l'intérieur, il est constant. OK? Maintenant, à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, faites attention que ce V0, je vais revenir sur V0 pour le déterminer. C'est une constante que je dois déterminer en fonction des paramètres du problème. Dans le problème, vous avez deux paramètres, sigma et le rayon R, ou bien Q et le rayon R. C'est les paramètres que vous avez dans l'exercice. Donc, il faut définir ce potentiel en fonction des paramètres. Je vais revenir sur ça après. Je ne peux pas le faire maintenant. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas déterminer. Je ne peux pas le faire avant de terminer l'expression de champ en tout point de l'espace. Alors, pour les R qui sont supérieurs de S, vous êtes à l'extérieur. Encore, donc, qu'est-ce que vous avez? E de R, c'est quoi? C'est sigma sur epsilon 0, R carré sur petit r carré. Et ça doit être égal à moins D de V de R sur dr. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? On va essayer d'écrire ça d'une manière un peu différente. Donc, je vais laisser, donc je peux écrire ça, c'est D de V de R qui est égal, donc celui-là, ça est égal. Le moins, je vais le faire de ce côté-là. Voilà. Et fois dr. Donc, celui-là, je vais le faire transférer de ce côté. Voilà. Mais une fois que vous écrivez ça sous cette forme, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez intégrer. Je peux intégrer. OK? En effet, je vais chercher les primitives. Alors, ça veut dire, de ce côté-là, intégrale de la dérivée, c'est la valeur elle-même. Donc, OK? Donc, de ce côté-là, tout simplement, vous avez V de R. Et de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez comme fonction? Vous avez moins sigma R carré sur epsilon, ce sont des constantes, et intégrale 1 sur R carré. Le moins, je vais le laisser là, dr. Alors, c'est quoi la primitive de ça? 1 Oui. sur R. 1 sur? R. 1 sur R. Ouais. 1 sur R. C'est la primitive de 1 sur R. Pardon, c'est parce que je cherche la primitive. Donc, ce n'est pas l'appel de prendre les crochets là parce qu'il n'y a pas de. OK. Donc, là, 1 sur R. Et bien sûr, vous intégrez sans borne, donc toujours plus une Constante. plus une constante. OK. Que je dois chercher. Alors, V de R. Voilà. Alors ça, c'est lorsque vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire quand vous avez R, il est entre grand R et l'infini. Alors maintenant, cette constante, comment est-ce que je peux la déterminer? Alors, on peut la déterminer en choisissant
une référence des potentiels. C'est-à-dire, je vais choisir un point de l'espace dans lequel je vais dire, voilà, à ce point-là, je vais imposer que le potentiel, il est nul. On appelle ça le choix de référence de potentiel. Faites attention. Quand vous choisissez que le potentiel il est nul à l'infini, ça ne signifie pas que le potentiel il est nul, mais c'est un choix. OK? Donc, le potentiel, c'est toujours, comme l'énergie potentielle mécanique, c'est quelque chose qui est relatif à votre choix de référence. Ce n'est pas quelque chose qui est absolu. C'est toujours, il dépend. Donc, en mécanique, quand on parle d'énergie potentielle, c'est la différence d'énergie potentielle que je peux mesurer, que je peux calculer d'une manière absolue. Mais l'énergie potentielle ou bien le potentiel en électricité, il dépend de votre choix du point de référence. Et généralement, dans la majorité des cas, on choisit généralement, c'est pas toujours, on va voir dans l'exercice de TD, le premier 1, qu'on peut choisir autre chose. Donc, on peut choisir que le potentiel, il est nul à l'infini. C'est un choix, faites attention. C'est un choix. Alors, si vous choisissez V est égal à 0 à l'infini, ça veut dire que V de R tend de l'infini. Quand R tend vers l'infini, le potentiel est nul. Alors, je peux maintenant trouver la constante, parce que la constante, on l'appelle une constante, parce qu'il doit y avoir toujours la même valeur en tout point. C'est-à-dire, je peux le calculer à n'importe quel point. Et moi, je peux la calculer maintenant à l'infini, parce que je connais très bien le potentiel à l'infini. Donc, V de l'infini, qui doit être égal à 0, est égal d'un autre côté, à partir de cette relation, sigma R carré sur epsilon 0, limite de 1 sur R, quand R tend vers l'infini. Donc, plus constante, plus constante. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, la limite de ça, c'est 0. Et donc, 0 plus constante, et 0 plus constante est égal à 0, implique rapidement que cette constante est égale à 0. Donc, vous voyez que ce choix, pourquoi on le choisit? Parce que ça permet vraiment d'avoir un 0 pour cette constante. Et on essaye toujours de voir une valeur qui est simple pour la constante. Donc, finalement, V de R est égal soit V0, si vous êtes à l'intérieur, et est égal à, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, sigma sur epsilon 0, R carré là, 1 sur R, si vous êtes à l'extérieur. Voilà, qu'on a trouvé. Alors, est-ce que j'ai le droit d'écrire là-haut égal? Alors oui, parce que le potentiel électrique est toujours continu. Faites attention. Donc, on a le droit, on doit toujours y avoir la continuité. Et d'ailleurs, ça va être c'est la méthode qui va nous permettre de trouver V0. Parce que V0, on ne la connaît pas, mais je peux la retrouver grâce à la continuité. Donc, grâce à la continuité, V de R à droite doit être égal à V de R à gauche. Il y a la continuité. C'est tout simplement V de R. Parce qu'il y a la continuité de potentiel. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on a là? À droite, c'est quoi? À gauche d'abord. À gauche, vous remplacez à gauche. C'est V0. À droite, vous remplacez à droite. Donc, c'est sigma sur epsilon 0, R carré sur R. Et donc, vous voyez rapidement que vous trouverez maintenant V0 qui est égal. Monsieur, c'est sur petit r. Pourquoi c'est petit r? Je remplace avec R. Ouais? Oui, d'accord. Ouais? J'ai compris. Donc, sigma sur epsilon 0, R tout simplement. Voilà ce que vous avez. Et en effet, ça, c'est V de R. V0, c'est V de R. OK? Alors, ça signifie quoi? Si vous faites un petit schéma là, que à l'intérieur du conducteur et sur le conducteur, là, sur la surface, le potentiel toujours est égal à V0. Donc, il est égal à la valeur sur cette surface-là, okay, qui est égal à V de R. Et puis, à l'extérieur, vous avez un potentiel
à l'extérieur là, vous avez V de R qui dépend de R. Et là, je vais vous montrer quelque chose. C'est que là, voilà votre sphère. OK, avant de ça, je vais essayer de présenter le potentiel. V de R en fonction de R. Alors, voilà le rayon R. OK? Alors, avant, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose qui est constant. Voilà, quelque chose qui est constant. Là, vous avez V0, ou bien vous avez sigma sur epsilon 0 fois R. Et après, à partir de ça, ça commence à décroître vers 0, parce que vous avez quelque chose qui est proportionnel à 1 sur R. C'est une hyperbole. Vous avez quelque chose qui est hyperbolique et qui va y aller vers 0 finalement. Et vous voyez que, donc là, vous avez le potentiel salle maximum et puis ça décroît. Ça veut dire que là, vous avez V0 et à l'extérieur, vous avez un V qui est inférieur à V0. C'est toujours inférieur. Plus vous éloignez, vous avez quelque chose qui est inférieur à V0 et en arrivant à l'infini, vous avez un potentiel nul. Pourquoi? Parce qu'on a choisi ça. On a choisi d'avoir un 0 à l'infini. Ce n'est pas parce qu'il est égal à 0, mais parce qu'on a fait ce choix. Okay? Alors, est-ce que ça, c'est logique ou non? Alors, tout à fait logique parce que faites attention que là, vous avez une charge positive sur la surface. Et donc, les lignes de champ, ils sont orientées de la sphère vers l'extérieur. Ils sont orientés dans ce sens. Les lignes de champ, je parlais. Voilà les lignes de champ. Ils sont comme ça. Ils sont orientés dans ce sens. Et comme j'ai déjà dit, on a dit toujours que les lignes de champ, ils sont orientées dans le sens des potentiels décroissants. Et vous voyez, en s'éloignant de la sphère, le potentiel décroît. Et tout à fait logique, donc il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que supposons que vous avez une sphère qui est chargée négativement. On peut la voir. OK? Alors, à ce moment-là, les lignes de champ doivent être orientées vers la sphère, comme ça. OK? Voilà les lignes de champ, comment elles vont être orientées. Alors, le potentiel là à l'intérieur, il est constant, c'est une valeur que je vais appeler peut-être V0, mais en effet, on va voir qui se voit. Et à l'extérieur là, je dois y avoir des potentiels qui sont supérieurs à V0. Faites attention, parce que les lignes de champ doivent toujours orienter vers les potentiels décroissants. Alors, en effet, dans ces situations, si vous faites, c'est quoi, pourquoi vous avez ça? Parce que si vous prenez là, dans l'expression de potentiel, vous remplacez avec un sigma qui est négatif, ce potentiel serait négatif. Ça veut dire que cette valeur V0, il est négatif. Alors, la valeur que vous avez là, V0, pardon, là, ce V0 serait une valeur négative. Et quand vous tracez le potentiel, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir V0 là, qui est négatif. Et voilà, à un certain moment, quand vous arrivez sur le rayon, le potentiel augmente jusqu'à la valeur 0. Pardon. Jusqu'à voilà. Donc, vous voyez que là, vous avez le minimum de potentiel. Le minimum, il est à l'intérieur, ou bien sur la surface. Et puis, à l'extérieur, le potentiel augmente jusqu'à 0. Parce que ça commence par quelque chose qui est négatif. Donc, le maximum, c'est le 0. Okay? Et vous voyez que vraiment, les lignes du champ, ils sont orientés de maximum, de 0, vers le minimum, qui est V0, qui est négatif. Donc, toujours, vous n'avez pas de contradiction avec les lois de physique quand vous faites avec ce calcul qu'on a fait là. Donc, tout à fait d'accord avec ce qu'on a, avec les prédictions qu'on peut faire en utilisant les lois simples de la physique sur le potentiel et les lignes de champ. Alors, voilà, je viens de terminer cette méthode et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je peux faire ça autrement, avec une autre méthode qu'on va utiliser généralement dans la suite de la série, dans la série 2, donc le vendredi et le mercredi prochain avec les exercices qu'on va faire. Alors, la méthode 2, on va essayer de retrouver la même chose, mais on va le trouver autrement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de vous faire cette méthode, je vais vous définir quelque chose de point de vue mathématique. Alors, l'autre fois,
lorsqu'on a parlé de théorème de Gauss, on a dit que quand vous avez une surface, vous prenez là un élément ds. Supposons que vous avez, donc voilà le vecteur ds. Et supposons que vous avez un autre vecteur A, qui est défini à ce point. À n'importe quel vecteur. Ça peut être le champ électrique, ça peut être le champ gravitationnel, ça peut être le champ magnétique, ça peut être un autre vecteur avec aucune signification physique, mais du point de vue mathématique, avec un angle de θ entre les deux. On a dit que l'intégrale double de A, de produit scalaire A ds, sur la surface S, c'est la surface S là, ça on l'appelle mathématiquement le flux de vecteur A. C'est toujours on l'appelle le flux. Pas en physique, mais en général. C'est le flux d'un vecteur. Alors, maintenant, quand vous avez un compteur, vous avez quelque chose qui est linéaire, hein, un D, ça c'est 2D, avec un D. Et vous prenez un élément de longueur, qui est orienté par exemple dans ce sens. Je vais l'appeler DL. C'est un élément de longueur. Okay? Et je vais prendre à ce point-là un vecteur. Je vais l'appeler un vecteur A encore. N'importe quel vecteur A. Okay? Alors, je peux définir encore là, ça c'est un compteur qu'on appelle C. Alors, l'intégrale simple, parce que c'est un intégral simple, parce que vous êtes à 1D. Là, vous êtes à 2D, intégrale double. De A scalaire dl, ça on l'appelle la circulation d'un vecteur. On la symbolise par C, on l'appelle la circulation d'un vecteur. C'est une notion purement mathématique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire physique. Physiquement, on va vous donner ça, une signification physique. Ok? Donc ça, c'est la circulation. Donc, on le définit de cette manière. Vous avez un compteur, donc là, vous intégrez sur ce compteur, ok? Et vous avez un vecteur qui fait un angle avec dl. Vous calculez ça mathématiquement si c'est la circulation d'un vecteur. Ok? Alors maintenant, supposons que vous êtes dans le cas d'électricité. Vous avez un champ électrique, par exemple, supposons que vous avez un champ électrique qui fait comme ça. Les lignes du champ, elles sont comme ça. Ça, c'est le champ électrique E. Et vous placez dans ce champ un circuit, qui des circuits, je ne sais pas, un fil électrique, des résistances, des capacités, un circuit électrique. Moi, je vais le symboliser tout simplement. Le cas le plus simple, vous avez un fil électrique placé dans ce champ. Ça, c'est un fil, c'est un conducteur, ou bien un fil, je ne sais pas, ou juste un parcours. Hein. Alors, ou bien, ce n'est pas forcément un conducteur. Hein. Alors, et vous définissez sur ce compteur deux points. Un point A et un point B. OK? Toujours le problème de la connexion. OK? Vous définissez deux points. Alors, dans ces situations, donc là, je peux définir un élément dl. Et sur cet élément, vous avez le champ électrique qui est orienté dans ce sens. Voilà. Et donc, je peux calculer ce qu'on appelle la circulation entre A et B. Et d'après cette définition, ça va être l'intégrale entre A et B de E, mon vecteur maintenant c'est E, scalaire dl. On appelle ça la circulation. OK? Alors, physiquement, mathématiquement, je peux montrer qu'en effet, ça est égal, parce que je peux toujours, à ce point-là, définir le potentiel. Je vais l'appeler le potentiel VA. À ce point-là, je peux y avoir le potentiel VB. Vous pouvez même le chercher. Donc, si vous avez l'expression d'un champ électrique, vous pouvez en déduire la valeur de VA en A et de VB en B. Alors, mathématiquement, vous pouvez montrer qu'en effet, cette circulation, c'est la différence des potentiels. C'est VA moins VB. C'est-à-dire, quand vous calculez cette intégrale entre A et B, il doit vous donner la différence de potentiel entre ces deux points.
Et une différence de potentiel, on l'appelle rapidement DDP. C'est une DDP, c'est une différence de potentiel, ou bien vous l'appelez quand vous étiez au lycée une tension électrique. Et vous le symbolisez par U à B. C'est la tension électrique. OK? Donc la tension électrique. Oui. أستاذ كيف في A moins في B Oui. la borne A et B في A moins في B Ouais. négatif. De quoi négatif? Pourquoi vous pensez que c'est assez négatif? Ça peut être négatif comme ça peut être positif. prof la borne petit يعني l'intégrale A et Ouais. B Ouais. في A moins في B Ouais. normalement négatif. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Ça dépend de calcul qu'on va avoir. فيها supérieur à B ou non? Ça peut être les deux. On est dans le cas général. فيها supérieur à VB ou non? Alors, je dis, je suis dans le cas général. Ça peut être supérieur à B ou ça peut être non. Ah bon? On est dans le cas général, monsieur. OK? On est dans le cas général. Ça, on peut avoir les deux cas. OK? D'accord? D'accord. D'accord, merci professeur. OK. Alors, on va continuer. Donc, je dirais qu'en effet, ce que vous appelez tension au lycée ou bien ce que vous appelez DDP, c'est une différence de potentiel entre deux points qu'on peut calculer d'une manière en cherchant la circulation de champs électriques à travers un circuit électrique D. OK? Alors, je peux le montrer ça si vous voulez, je peux le montrer. Je peux le montrer mathématiquement, je peux le montrer, mais vraiment, ce n'est pas très intéressant. Mais je vais vous faire, si vous voulez, je peux vous faire une définition, une démonstration. Alors, une démonstration, si vous voulez, de ça. Comment est-ce que je peux le faire? Alors, en effet, je peux utiliser tout simplement, d'abord, je dois y aller calculer cette quantité. Donc, E fois dl, c'est quoi? Si vous cherchez cette quantité, il faut y avoir à la tête l'expression de E. Alors, le champ électrique en général, dans le cas général, il va y avoir trois composantes. EX suivant I plus EY suivant G plus EZ suivant K. Donc, trois composantes en général. Le dl, encore, doit y avoir dans l'espace en général trois composantes. Dx, une variation de X suivant I, une variation de Y suivant G, une variation de Z suivant K. Si vous êtes dans le cas général. OK? Alors, donc ce produit scalaire-là est égal à quoi maintenant? Un produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des composantes. C'est un scalaire et ce n'est pas un vecteur, c'est le produit de composantes. Et donc, ça va donner… pardon, oui. OK. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Non, donc de ce côté-là, donc moi, je ne vais pas faire ce calcul, OK? Parce que je vais le laisser comme ça. De l'autre côté, qu'est-ce que je peux avoir? D'autre côté, vous avez E qui est égal à moins grade de V. Ça, c'est la relation qu'on connaît très bien, OK? Donc, je vais essayer maintenant d'exprimer le grade. Alors, grade de V, je vais l'exprimer encore là. Grade de V, normalement, là, je suis dans le cas général et dépend de X, Y et Z. Alors, c'est quoi le grade de V? C'est D de V sur dx suivant I, plus D de V suivant sur dy suivant G, plus sa variation suivant K. Donc, Z suivant K. Voilà. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais essayer de multiplier par dl de chaque côté. Donc, E scalaire dl de ce côté-là doit être égal à moins grade V de l'autre côté, fois dl. Et donc, je vais essayer de faire ce calcul que vous avez là. Donc, vous avez le signe moi, je vais le laisser entre parenthèses. Donc, je vais multiplier deux vecteurs. Comme on a dit, multiplier deux vecteurs en scalaire, c'est la multiplication des composantes. Ça va me donner d de V sur dx fois dx plus d de V sur dy, d de y, plus d de V sur dz, d de z. C'est une multiplication de composantes des deux vecteurs.
Et si vous avez bien fait votre cours d'analyse 2, ça, en effet, c'est un différentiel et on appelle c'est D de V. C'est le différentiel D de V. Ça, c'est la définition d'un différentiel. OK? Un différentiel en trois variables. Si vous avez une fonction V de X, le V là, faites attention, c'est une fonction de X, Y, Z. Donc, tout ce que vous avez là, c'est D de V. Donc, vous voyez que déjà, je viens de montrer que E, dl, c'est D de V. Maintenant, pour que je puisse retrouver ma formule que vous avez là, il se fait d'intégrer. Ça veut dire que si vous faites une intégrale entre A et B de E dl, je dois avoir là moins intégrale entre A et B de D de V. OK? Et ça signifie quoi ça? Si vous intégrez ça, ça c'est VA moins VB directement. Pour vous intégrer. Parce que là, on a fait ça, c'est V entre A et B avec un signe moins. Moins. Donc, c'est VA moins VB finalement. Et vous voyez qu'on vient de montrer la relation que vous avez là. C'est-à-dire, on la montre à partir de ça. C'est-à-dire, à partir de la relation que vous connaissez déjà et que je vais utiliser, qu'on a utilisé dans les méthodes. OK? Alors, ça, essayez d'avoir ça dans la tête et je vais l'utiliser. Alors, une petite remarque très intéressante. Petite remarque. Alors, si vous intégrez E dl entre A et A, normalement, ça va donner VA moins VA et ça va donner un 0. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que vous intégrez sur quelque chose qui est fermé. Vous commencez par un point et vous revenez vers le même point, le point A. Donc, vous avez un compteur qui est fermé. Et donc, faites attention, ça a toujours la circulation du champ électrique sur un compteur qui est fermé est toujours nulle. Donc, la circulation sur un compteur fermé est toujours nulle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est ça que vous utilisez en électricité quand vous avez, par exemple, supposons, vous avez une résistance là, avec une autre résistance, une résistance, vous avez un circuit fermé. Ça, c'est le point A, le point B, le point C, le point D. Si vous cherchez la somme de ces tensions-là, la somme de toutes les tensions est égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, puisque vous avez VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA et vous simplifiez tout ça et vous avez un 0. OK? Ça signifie que c'est quand vous cherchez la circulation sur ce contour et cette circulation est égale à 0. Donc, ça vient de ça. La somme des tensions à l'intérieur d'une boucle fermée est égale à 0 parce que la circulation du champ électrique sur une boucle fermée est nulle. Alors, c'est entre parenthèses, je ne vais pas utiliser ça, mais on peut revenir sur ça dans l'électrocinétique lorsqu'on va parler de la loi d'Email. Alors, je vais revenir sur mon objectif. Mon objectif, c'est de chercher le potentiel en utilisant cette méthode. Alors le champ électrique dans notre exemple, c'était quoi? C'était E de R est égal à 0 quand je suis à l'intérieur, est égal à sigma sur epsilon 0, R sur R, quand je suis à l'extérieur. Ça, c'est le dernier résultat qu'on a obtenu. Maintenant, je vais essayer de chercher le potentiel. Alors, on voudrait bien chercher le potentiel en deux angles. À l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. OK? Alors, je vais commencer par l'extérieur. Alors, pour que je puisse chercher le potentiel à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux choisir deux points parce que je voudrais bien utiliser la formule VA moins VB est égal à la circulation entre A et B du champ électrique que je connais bien, fois dl. Et donc, je vais choisir deux points à l'extérieur. Je vais choisir un point, par exemple là, avec un rayon R, et puis je peux choisir l'infini. Le deuxième point, c'est l'infini. C'est-à-dire, je vais essayer de chercher la différence entre R et l'infini. Donc, je vais chercher cette circulation. C'est-à-dire, je vais intégrer, essayer de chercher VR
moins V infini. Pourquoi? Parce que V infini, on va le supposer nul. Et donc, ceci, finalement, il va me donner la valeur de V de R que je cherche à l'extérieur. Alors, égal à quoi ça? Égal à l'intégrale entre R et I l'infini de E dl. OK? Donc, pour que je puisse calculer ce produit scalaire, il faut exprimer les vecteurs. Alors, le vecteur E, c'est E de R. ER. Alors, là, puisque R, c'est une borne, je vais utiliser R' là, juste pour faire la différence hein, entre la variable et la borne, hein, R'. Et puis, le dl, je suis en coordonnées sphériques, et le dl en coordonnées sphériques, c'est tout simplement dr suivant ER. Et je vais utiliser R' pour faire la différence entre la variable et la borne. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je vais avoir là? Ils sont collinéaires, donc tout simplement, la circulation que vous avez là, c'est une circulation de E, de R', dR'. La variable, c'est R', et je vais intégrer entre R et l'infini. Je vais remplacer maintenant le potentiel par le champ par son expression. Je suis à l'extérieur, et donc là, vous avez sigma sur epsilon 0, R carré sur R' carré suivant dr. On va intégrer avec borne. Donc, je vais voir sigma sur epsilon 0 R carré comme constante et la fonction, c'est 1 sur R' avec signe moins. Parce que vous avez 1 sur R au carré et ça, c'est entre R et l'infini. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner sigma sur epsilon 0 R carré, donc la valeur à l'infini moins la valeur à R, donc ça va donner fois 1 sur R. Voilà ce que ça va donner. Ça, c'est quoi? C'est V de R moins V de l'infini. Alors, maintenant, on va faire une hypothèse. Donc, si V de l'infini est nul, c'est-à-dire si vous choisissez d'avoir V nul à l'infini, c'est un choix, vous pouvez le laisser comme ça. Alors, à ce moment, vous avez l'expression qu'on a obtenue précédemment. Voilà, 1 sur R. Voilà. Tout ça, c'est lorsque R il est supérieur à grand R au égal. Au égal. Très intéressant ça au égal, parce que je vais l'utiliser. OK? Alors, maintenant, la question, ça c'est à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Très simple, parce que le potentiel à l'intérieur doit être la même chose que sur la surface R. Et donc, V intérieur à l'intérieur, tout simplement, c'est V de R. C'est-à-dire V le potentiel sur la surface. Et le potentiel sur la surface, je peux le calculer à partir de celle-là. Parce que là, vous avez l'égalité. Vous avez la continuité du potentiel. Et c'est tout simplement sigma sur epsilon 0, R carré. Et je remplace par R sur R. Et ça fait sigma sur epsilon 0, R. Donc voilà ce qu'on a appelé avant V0, ou bien V à l'intérieur. Et vous voyez qu'on retrouve la même valeur, V de R est égal à la valeur qu'on a nommée V0, sigma sur epsilon 0, R, c'est une constante, ou bien sigma sur epsilon 0, R carré sur R, quand vous êtes à l'extérieur. OK? Ou bien, vous pouvez exprimer ça, si vous voulez, en fonction de la charge. Vous pouvez exprimer ça en fonction de Q, de la charge. Vous pouvez vérifier. Donc, toujours, vous avez la charge Q qui est égale à sigma 4P R carré. Vous faites un petit calcul et vous trouvez qu'en effet, V0, c'est Q sur 4P epsilon 0 R. Et là, vous avez Q sur 4P epsilon 0 petit r. Donc, R supérieur à R ou égal, là, R inférieur à R ou égal. Voilà ce que vous avez pour le potentiel créé par une sphère. OK? Alors, pour terminer,
5 minutes pour terminer, 10 minutes pour terminer, parce qu'on vient de dépasser le temps nécessaire pour cette séance de quelques minutes. Alors, je vais essayer de vous définir quelque chose pour terminer cette première partie. La deuxième partie sur l'influence totale, je vais la faire la prochaine fois. Alors, maintenant, je vais revenir sur mon dernier résultat. Voilà, donc ça, c'est le dernier résultat. Et je vais essayer maintenant de définir quelque chose qui caractérise les conducteurs, qu'on appelle la capacité propre d'un conducteur. OK? Alors, quand vous avez un conducteur, suppose un conducteur, que ce soit sphérique, quel que soit le conducteur, qui est chargé avec une charge Q, et donc il est porté à une tension, à un potentiel V, donc à l'intérieur qui est constant, bien sûr, donc, ou bien vous l'appelez V0, donc puisqu'il est chargé, donc il y a un potentiel V, et la relation, on l'a vu, si vous avez, dans le cas d'un conducteur sphérique, on a établi la relation entre le V et Q. Alors, en général, je peux définir ce qu'on appelle la capacité propre d'un conducteur, C, qui est égal le rapport entre sa charge et le potentiel V. Alors, cette capacité, faites attention, ne dépend que de la forme géométrique de votre métaux, de votre conducteur. Il ne dépend que de sa forme géométrique. C'est-à-dire, il ne dépend pas ou bien des caractéristiques physiques, c'est-à-dire il ne dépend pas de la quantité de charge Q, ni de V. Okay? Il dépend des propriétés géométriques et physiques de votre matériau, et non pas, donc est-ce que c'est de l'aluminium, c'est du cuivre, il est sphérique, il est cylindrique, je ne sais pas de quelle forme, il est cubique, mais il ne dépend pas de potentiel ni de charge. C'est-à-dire, ça veut dire, si vous augmentez le potentiel, le C ne change jamais. Et si vous changez la charge, le C il est toujours le même. Faites attention. Une charge positive, une charge négative, le C il est toujours positif. C'est quelque chose qui est positif. OK? Alors, on appelle ça la capacité propre d'un conducteur. Alors, dans le cas d'un conducteur qui est sphérique, dans le cas sphérique, c'est le cas de l'exercice qu'on a fait. Alors, dans le cas sphérique, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que V à l'intérieur là, est égal à Q sur 4P epsilon 0 R. Vous vous rappelez bien de l'expression. Le voilà. Il est là. Je prenais le potentiel de conducteur. Et quand je dis de conducteur, c'est-à-dire qui est à l'intérieur ou sur la surface. Je ne parle pas de l'extérieur, faites attention. C'est-à-dire dans le milieu, dans le conducteur. OK? Alors, et si vous appliquez cette relation-là, qu'est-ce que je vais avoir pour C? Je vais avoir C est égal, donc la charge Q, oui, sur la charge Q 4P epsilon 0 R, et vous avez 4P epsilon 0 R. Voilà la capacité d'une sphère métallique. OK? Alors, vous pouvez faire une application numérique si vous prenez par exemple, je ne sais pas, vous prenez, alors epsilon 0, c'est la permittivité du vide, c'est presque 10 moins 9 sur 36P, l'unité c'est les farad, mètre moins 1. Alors, je n'ai pas parlé des unités. Alors là, la charge, c'est des coulombs, c'est le potentiel, vous le connaissez, c'est des volts. Et la capacité, c'est en farad. En farad. Farad. OK? On le symbolise par F, le farad. OK? Ça vient de Faraday. Hein? Alors, voilà, ça c'est epsilon 0, c'est une constante. Et puis, supposons que vous avez maintenant une sphère caractérisée par un rayon R. Vous voyez bien que C ne dépend que de rayon là. OK? Ne dépend que de rayon. Alors, R est égal là, quoi? Supposons que je vais prendre par exemple, est égal, je ne sais pas, comme un exemple, je vais prendre 9 mètres. OK? C'est un peu, c'est vraiment quelque chose qui est très grand, mais juste pour avoir une idée, 9 mètres par exemple. Alors, si vous avez 9 mètres, alors à ce moment-là, C, ça va être, j'ai pris 9 parce que ça va me permettre de simplifier la vie. Donc, ça va donner 4P
fois 10 à la puissance moins 9 sur 36P fois 9. 9. Et vous avez tous en unité internationale. Là, vous avez farad, mètre moins 1, et là, vous avez mètre. Alors là, vous simplifiez les mètres avec les mètres moins 1, et il vous reste les farads. Et vous voyez déjà, 4 fois 9, c'est 36. Donc, je peux simplifier tout ça. Et qu'est-ce qu'il vous reste? 10 à la puissance moins 9 farad. OK? Et on a fait ça, on appelle ça le nanofarad. C'est 1 nanofarad. En effet, 10 à la puissance moins 3 farad, c'est un millifarad. Ça, vous le connaissez. 10 à la puissance moins 6 farad, c'est un microfarad. 10 à la puissance moins 9 farad, c'est un nanofarad. C'est pour ça qu'on parle de la technologie nano, parce que vous êtes de l'ordre de 10 à la puissance moins 9, 10 à la puissance moins 10 mètres. Alors, 10 à la puissance moins 12 farad, c'est un picofarad. Et 10 à la puissance moins 15 farad, c'est un femtofarad. OK? Alors, ça, c'est pour avoir une idée. OK? Alors, on ne parle jamais de kilofarad parce que déjà, le farad, c'est quelque chose qui est très, très grand. Donc, généralement, on utilise les mêlés, les micros et les nanos. Donc, ça, c'est un nanofarad. Vous voyez déjà que j'ai pris une sphère gigantesque, une sphère de 9 mètres de rayon. Et je viens juste de voir quelque chose d'un nanofarad. Vous prendre quelque chose de l'ordre de la Terre, c'est-à-dire avec un rayon qui est vraiment très grand, et vous trouvez quelque chose qui est juste en microfarad. OK? Alors là… Toujours c'est positif. Oui, là le C qui caractérise un conducteur qu'on appelle la capacité propre doit être positif. Oui, ça doit être positif. Oui. Après, on va parler d'autres choses. Il ne faut pas y avoir une confusion entre ça et tout ce qu'on va faire avec un condensateur. Faites attention là parce que vous avez un problème dans la tête. C'est que quand vous entendez le mot capacité, vous pensez au condensateur. Je ne parlais pas de condensateur là. Il n'y a aucun condensateur que j'ai construit là. Faites attention. Ça, on appelle juste la capacité propre d'un conducteur. Après, on va parler des condensateurs. Par exemple, dans la deuxième partie, la prochaine fois, par exemple, ça, c'est un condensateur. Un métal à l'intérieur avec un métal à l'extérieur. C'est un condensateur. On va parler de la capacité de condensateur. Ça, c'est autre chose. Faites attention. Alors là, je parle tout simplement de la capacité propre d'un conducteur. OK? Un conducteur qui porte une charge Q, il est relié à un potentiel donc V, il est caractérisé par une capacité que je peux définir par le rapport entre la capacité et le conducteur. Ça signifie, il y a une signification parce que ça signifie quoi d'abord, quand vous dites C est égal à Q sur V, que Q est égal à CV. Ça veut dire que Q et V sont proportionnels. Ça veut dire que si vous multipliez Q par une constante, je ne sais pas, alpha, le V, il va être multiplié par alpha. OK? C'est-à-dire, si vous avez un métal, vous avez un conducteur qui est chargé, qui porte une charge Q avec un potentiel V, si vous doublez la charge, vous doublez le potentiel. Vous avez 3 fois la charge, vous avez 3 fois la capacité. Donc, ça veut dire qu'en effet, c'est ça, il y a une proportionnalité entre la charge et le potentiel. OK? Ça, c'est très intéressant pour le comprendre. OK? Alors, je viens de terminer cette partie sur les conducteurs. Peut-être la prochaine fois, on va parler d'ensemble de conducteurs. On va faire un exercice sur ça, sur les capacités. Et je pense que presque… je ne voulais pas parler maintenant d'ensemble de conducteurs parce que je pense qu'on a déjà fait plus d'une heure et demie de cours. Et supposons que
Donc, la prochaine fois, je vais faire ça et je vais avancer un peu sur les différents types de capacités. Donc, la prochaine fois, je vais traiter la notion d'influence partielle et d'influence totale entre plusieurs conducteurs. Et puis, on va parler de ce qu'on appelle les coefficients de capacité. Et on va traiter le cas d'un condensateur sphérique et comment est-ce que je peux calculer la capacité d'un condensateur. OK? Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour le moment et après, je vais vous donner la chance de poser certaines questions si vous avez des questions à poser.